Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver en cette matinée du 19 octobre 2000. Le mois d'octobre, c'est le mois par excellence de la sensibilisation au dépistage donc contre le cancer du sein. Nous parlerons ce matin de l'importance de ce dépistage. Aussi, nous irons du côté de Burj El Kifen, là où il y a l'ouverture d'un club équestre. Là, vous pourriez encore inscrire vos enfants donc, pour être en compagnie de ce qu'on a toujours qualifié du meilleur ami de l'homme, à savoir le cheval. Aussi, donc, les rubriques habituelles du lundi, à savoir Ghali Ghassan, lui, avec qui on va partir du côté du sud algérien pour parler, pour rendre hommage à un autre personnage qui a marqué la ville de Biskra particulièrement. Il s'agit de Abdelrahman El-Akhdari de Biskra. Maryam nous parlera d'un fruit. Alors, il a toujours été qualifié comme le fruit du paradis. C'est le fruit de l'automne. Il s'agit de la grenade. Donc, quels sont les bienfaits de ce fruit qu'on retrouve à la saison donc, automnière en compagnie de Maryam. Nous irons du côté donc, de France en compagnie de Farid Zarzour, lui qui est un coordinateur du collectif du 17 octobre 1961. Nous reviendrons en sa compagnie donc, par Skype sur les différentes festivités, les différentes célébrations ou commémorations du 17 octobre 61 qui se sont faites un peu partout en France. Voilà un peu pour le programme de cette matinée. Mais avant cela, les nouvelles du ciel en compagnie de Amal Arif. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Jean-Amel. Bonjour Nour. Comment ça va? Très bien, merci. Alhamdulillah. Nous avons été accompagnés d'un beau soleil. Par contre, il faisait un petit frisquet ce matin. Frisqué le matin. Voilà. Mais il fera beau. Après, ça va s'adoucir la journée. Et même chaud. Même chaud? Eh oui. Ah d'accord. Malheureusement, oui. J'ai appris la leçon la semaine dernière. N'est-ce pas? J'ai appris la leçon la semaine dernière. Je ne me suis pas bien habillée aujourd'hui. Ben voilà. Il ne faut jamais l'être. Exactement. Il faut toujours bien s'habiller le matin. Bien sûr léger, mais l'après-midi il fait très chaud aussi. Voilà, pour ne pas aussi s'exposer un petit peu à ces fluctuations de température. Exactement. Un peu plus de détails en votre compagnie? Allons-y. On y va. Merci Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien aujourd'hui le soleil prédominera sur une grande partie du pays. Qu'on peut voir sur la carte, eh bien il y aura du soleil au nord comme au sud. On aura aussi un ciel dégagé sur les régions de l'ouest, le centre, l'est du pays. La moitié sud excepté quelques voiles avec une tendance orageuse sur le Gard et le Tassili. Ailleurs, le soleil sera bel et bien présent sur le sud-ouest, la Saoura, le Nord-Sahara, les Oasis et l'extrême sud, et à noter des soulèvements de sable, cette fois-ci vers le sud des Oasis, le Sahara oriental et le Sahara central. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront plutôt élevées pour la saison, avec toutefois un maximum de 28 degrés du côté d'Alger, Tizi Ouzou, 26 degrés à Oran, 23 à Tlemcen, Al-Bayad, Djelfa, 24 à Annaba et Constantine. Au sud, eh bien, on relèvera 26 degrés du côté de Gardaïa, Biskra, 27 à Béchar, 32 à Inizi, 33 degrés à Tamanrasset et Janet, également Insalah, 32 à Drar, 34 à Tindouf et enfin 40 degrés le maximum à Borj Bedjumkhtar et Ingzam. On va faire un petit tour du côté de la mer où la mer sera peu agitée sur les côtes centre et est, mais plutôt calme sur les côtes ouest, avec des vents qui vont souffler entre 20 et 30 km/h sur les côtes ouest et centre, de secteur est à sud-est sur les côtes centre et 10 à 20 km/h sur les côtes est de secteur est. Et bien sûr, en termes subit avec l'éphéméride pour aujourd'hui, eh bien le soleil se couchera vers 18h06. Et pour plus d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Canal Algérie et à midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Alors, on constate quand même que dans certaines régions d'Algérie, même les températures restent des températures estivales, hein, mine de rien. Oui, donc, les hauts plateaux, un peu le sud. Exactement, voilà, les régions intérieures. Voilà, ils peuvent encore profiter du beau soleil soleil et même de la chaleur, voilà, des températures. Merci beaucoup, Amel. C'est moi que merci. On vous retrouvera tout à l'heure, donc après le midi. journal télévisé du midi, Exact, 19h aussi. 19h, voilà. Et demain, pour Bonjour d'Algérie. Voilà. Merci beaucoup, Amel. Bonne journée. Et également. on continue, pause musicale avant d'entamer donc le programme de cette matinée en compagnie de Ahl Diwan. Et on se retrouve juste après. سبحان الحي الباقي سبحانك يا إله جود عليا سبحان الحي
شملي ولحني ما بقالي امان الاعياد يسقني القلب المحال قصدي واضحه بشبيني قلبك رافق الهيني على فرق عوال على فرق عوال Et de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie pour aller du côté de Biskra en compagnie de Greg Hassan. Ahmed, bonjour. Bonjour, bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs. Salam alaikum, sabah al-khair. Alors aujourd'hui, ça va être un petit voyage du côté de Biskra pour découvrir un autre personnage, comme chaque lundi. Un personnage, exactement, qui a marqué son époque, encore une fois. Un personnage qui a marqué surtout les grandes écoles, Azhar, Al-Qarawiyyin, Tunis, Zitouna. Toutes ces grandes universités islamiques ont enseigné ses œuvres. Et pourtant, on ne connaît pas grand-chose sur lui. Voilà, et donc on parle de Abdelrahman Al-Akhdari de Biskra. De Biskra, de Bentayos, exactement. Donc il est né à peu près en 1514, début du 16e, et il est mort, on ne sait pas, 50 ans après, ou 33 ans après, ou 31 ans. Donc il y a plein de théories autour de ça. Parce qu'on ne connaît pas trop, on n'arrive pas à donner les vraies dates sur son... Mais on connaît quand est-ce qu'il a écrit ses œuvres, quand est-ce qu'il a... Donc, qu'est-ce qu'on connaît de lui? C'est Abdelrahman bin Mohamed Sghir bin Mohamed bin Amr al-Akhdari. Il est originaire de Bentayous. Il est apparemment originaire de la grande tribu des Douaouda. C'est un Riyahi, qui est une frange des Douaouda. Son père était un alim aussi. On vient de trouver ses écrits. Donc, Mohamed Sghir a écrit en moins un commentaire de Mukhtasar Khalil. Son grand frère, son frère aîné Ahmed, a été aussi l'un de ses enseignants. Et après ça c'est ce qui est sûr. On sait aussi qu'il a rencontré Mohamed Ben Ali al-Kharroubi quand il était de passage à Biskra. Il a pris de lui la tariqa. Il a apparemment pris tariqa aussi de Mrabt Lishanab, le Gron. Donc ça, c'est des noms. Apparemment, il a étudié chez Omar Louzane à Constantine. Peut-être il est parti à Tunis ou à Gafsa pour étudier. Donc ça, c'est un peu les quelques repères qu'on a sur sa vie, sur sa formation, sur son éducation spirituelle. Donc c'est ce qu'on connaît sur lui. Mais sinon, quels sont les travaux qui ont marqué son époque, voilà, et qui ont marqué un petit peu ce personnage-là? Ce qui est extraordinaire, c'est que ces travaux ont été enseignés et commentés par des dizaines, peut-être même des centaines de grands savants. Surtout son Sullam al-Murawnaq fi ilm al-Mantiq. C'est un abrégé, c'est un poème didactique sur la logique islamique qu'il a rédigé. Il a été tellement accepté, il a eu tellement le qaboul, comme on dit, qu'il a été reçu partout. Il a été enseigné partout. J'ai recensé, je pense, presque une centaine de commentaires sur Sullam al-Murawnaq. Donc, ulama de l'Azhar, ulama de Tunis, du Maroc, d'Algérie, même au Moyen-Orient, et ça a été très accepté. Donc, il a une vingtaine d'ouvrages qui sont très connus, excusez-moi, je vais lire. Il a le Mukhtasar al-Akhdari fi al-Ibadat, c'est un abrégé sur la jurisprudence. Donc, il donne l'essentiel sur le fiqh, tahara, salat. Et puis, il a dans les trois sciences, le bayan, le badi' ou le balara, donc c'est très important dans la langue arabe. Il a aussi un abrégé sur la grammaire, donc il a fait un nodm, donc un poème didactique de Mukhtasar al-Ajrumiya. Il a écrit sur le calcul, la arithmétique. Et il s'est intéressé aussi à l'astronomie. Donc, il faut dire que ça avant il a touché exactement. Un peu. C'est ce qui a peut-être marqué un petit peu le personnage aussi. Exactement, et c'est ce qui a fait aussi l'acceptation de ses œuvres dans le monde musulman, parce que c'est des abrégés qui ont l'essentiel, qui ont de la science, et ça a été accepté par les gens, donc ça a été récité, appris, commenté dans les doros, dans les halqat, et puis par les commentateurs. Donc là aussi, en astronomie, il a deux poèmes didactiques. Deuxième sur ilm al-miqat, la science du calcul du temps en utilisant des repères astronomiques. Donc tout ça, vous allez un enseignant, recevoir des étudiants dans sa zaouia, il leur enseignait, et puis il leur donnait comme ce qu'on a maintenant dans les polycopies à l'université, c'est l'équivalent. C'est des poèmes didactiques qu'il rédigeait pour ses étudiants, pour qu'ils gardent en eux, parce qu'ils n'avaient pas de bibliothèque à l'époque, donc ils apprenaient, mémorisaient, et quand il fallait répondre, ils ont tout de suite le vers qu'il faut, qui correspond à la situation, et donc ils répondent sur cette base. Mais il n'y a pas que ça.
Abdelrahman al-Akhdari, il a un côté aussi très littéraire. Donc, il a des poèmes panégyriques sur Sidna Mohammed alayhi salatu wassalam fil Madiyah qui sont très très beaux. Donc, dernièrement, il y a un auteur qui a fait un recueil sur la poésie de Abdelrahman al-Akhdari et c'est vraiment succulent. Donc, on déguste ses écrits. Donc, et on peut dire aussi que dans la culture islamique, ce qu'on a appelé à un certain moment madras l'islah, pardon, c'est pas l'islah dans le monde musulman n'est pas quelque chose de réservé au XXe siècle ou au XIXe siècle. Ça a existé, c'est un réflexe, c'est une réaction naturelle, c'est le système immunitaire de l'islam. Chaque fois qu'il y avait une petite déviation, il y avait quelqu'un qui venait pour prier, pour dérive et dire qu'il fallait. Lui a écrit le Qudsiya, Tasawwuf, pour revenir à l'essentiel du Tasawwuf et pour dénoncer toutes ces déviations qu'il y avait eu à son époque. Donc déjà, on peut aussi le qualifier de muslih, parce qu'il a corrigé certaines déviations qui ne lui ont pas plu. Donc tout ça, c'est l'œuvre de Sidi Abdelrahman al-Akhdari. Il y a aussi un autre aspect, parce que Sidi Abdelrahman al-Akhdari, donc suivant sa biographie, on apprend aussi que les gens du Sud, déjà au XVIe siècle, ils faisaient la transhumance. Donc, ils se déplaçaient dans la région de Sétif. On les voit maintenant, un peu moins, mais jusqu'aux années 80, on voyait les gens du Sud qui venaient pendant l'été s'installer dans les grands champs, donc, qui venaient d'être récoltés de blé. Ils s'installaient, donc ils installaient leurs tentes. Ça, c'est la transhumance, parce qu'il fait très très chaud l'été. S'installer une certaine période, 2-3 mois. Et même pendant ces périodes, lui, donc Sidi Abdelrahman al-Akhdari, il se déplaçait dans la région de Sétif. Il s'installait apparemment dans la région de Qidjal. Et là, c'est là où il est mort. Donc pour l'enterrer, il a demandé à ses élèves de l'enterrer chez lui à Bentayous. Donc le voyage allait le prendre en moins 3 jours, 4 jours de déplacement parce qu'il se déplaçait à pied. Mais on dit qu'il a eu une karama parce que c'était un pieux, c'était un saint homme. Et donc, ils ont bénéficié de ce qu'on appelle, dans le tasawwuf, ils appellent ça taï. Donc, les distances leur ont été raccourcies. Donc, ils sont arrivés très vite à Bentayous pour l'enterrer. Et jusqu'à présent, on a la mosquée où il est enterré à Bentayous. Vous allez me poser la question, est-ce qu'il a encore des descendants? Oui, et j'en connais quelques-uns. Ils sont toujours vivants. Voilà. Et c'est grâce à eux un peu qu'il y a eu préservation aussi de travail, oui, la mémoire est préservée chez eux. Et elle a été aussi préservée par les gens de la Zawiya de Qidjal. Parce qu'ils se disent aussi quelque part descendants spirituels de Sidi Abdelrahman al-Akhdari. Donc, ils ont gardé, il y a plein de traditions orales sur ces passages à Qidjal, ses enseignements, ses élèves et des histoires comme ça qui existent encore. Alors justement, Ahmed Ghali Ghassan, parlant de tradition orale, alors à chaque fois qu'on évoque comme ça un personnage qui a marqué toute l'histoire, qui a marqué aussi la dans le monde, hein, pas seulement en Algérie ou en Afrique du Nord. Alors, à chaque fois, il y a beaucoup d'informations qui manquent. Donc, à chaque fois, le puzzle n'est jamais complet par rapport donc, à un manque d'informations vis-à-vis de ces personnages ou vis-à-vis de leurs travaux. Alors, est-ce que, parce que la société algérienne ou la société maghrébine, d'une manière générale, donc, compte beaucoup sur la tradition orale, ou juste parce qu'on n'a pas su préserver ce qui a été écrit, ce qui a été donc, transcrit? Jusqu'au début des années 2000, fin des années 90, on pensait que c'était réellement ça. Mais là, on se rend de plus en plus compte que c'est pas vrai. Parce que, bon, premièrement, disons que la période ottomane en Algérie, les Ottomans étaient obsédés d'écrits. Donc, ils écrivaient tout, ils faisaient des rapports sur tout. Il y a même des tonnes de documents qui existent ici au centre des archives à Bir Khadem. Donc, il y a plein de documents sur l'époque ottomane qui n'ont pas été étudiés encore, qui n'ont pas été lus, qui n'ont pas été analysés non plus. Donc, ça, il faut le dire. D'un autre côté, maintenant, il y avait les anciens qui étaient un peu avares parce qu'ils ont eu de mauvaises expériences, parce qu'ils croyaient à la baraka du document, je ne sais quoi, donc ils ne donnaient pas leurs documents. Maintenant, on voit de plus en plus d'héritiers, de descendants, de petits-fils, d'anciens imams, d'anciens alims, qui cèdent un peu aux chercheurs des documents qu'ils ont en leur possession. Et on tombe sur des miracles. Par exemple, le travail
qui a été fait sur les poèmes de Sidi Abdelrahman Al-Akhdari, donc le recueil qui a été édité par Sidi Abdelrahman Tibermassine, on n'aurait jamais vu si des gens n'ont pas donné leurs documents qui étaient en leur possession, qui n'ont pas facilité le document. Et on est à chaque fois ravis, on est étonné. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Les travaux, les œuvres de Cheikh Mouloud Al-Hafidi ont été donnés pour perdus pendant la guerre de Révolution. C'est ce qui a été dit, c'est ce qui a été rapporté par le grand professeur Saadallah qui disait que tout a été brûlé. Mais pendant les années 2000, personnellement, je trouve chez les descendants d'un de ses élèves, à Zmoura, Cheikh Ali Boubkar, donc c'est les petits-fils, c'est le Khadir, son fils, Allah yarhamou, et ses enfants, Boubkar et Abd Samir, Abd Halim et Abd Samir, qui ont pratiquement toutes les œuvres de Mouloud Al-Hafidi, qui ont été données pour perdues. Et donc, on se dit, on ne perd jamais espoir. Donc, on ne perd jamais espoir, voilà. Exactement. Et puis, lancer un appel pour ceux qui ont donc un petit peu ces manuscrits, peut-être pas donner les manuscrits parce qu'ils ont quand même une valeur, ils peuvent donner une copie, mais au moins une ils copie. peuvent contribuer, voilà. exactement. Contribuer déjà à l'écriture de l'histoire. Et à comprendre ce qui s'est passé. Et en comprenant l'histoire, on nous comprend nous-mêmes. Donc, c'est ce qu'on cherche, en fait. Effectivement. Merci beaucoup. Donc, encore une fois, de nous avoir fait découvrir donc Abdelrahman Al-Akhdari de Biskra. La semaine prochaine, ce sera encore un autre hommage. Inch'Allah, le Mouloud. Voilà. Inch'Allah, exactement. Ça va coïncider avec le Mouloud. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci, vous restez juste avec nous un petit moment. Et là, donc, nous allons partir du côté de France pour rejoindre Farid Zarzo. Farid, bonjour. Est-ce que vous êtes avec nous? Voilà, il est là, Farid. Farid, bonjour. Bonjour à tous, bonjour. Alors Farid, vous êtes coordinateur du collectif du 17 octobre 1961. Donc nous avons commémoré l'anniversaire donc des répressions, donc des manifestations qui se sont déroulées le 17 octobre 1961 à Paris. Et vous, donc en tant que coordinateur de ce collectif aujourd'hui qui préserve la mémoire, quelles sont les différentes ou comment avez-vous marqué cet anniversaire chez vous donc en France? Eh bien, écoutez, de manière générale, et ça a été un très, très beau moment de commémoration. Là où nous on commémore, c'est-à-dire dans la banlieue nord-ouest de Paris, et particulièrement à Colombes, à Besançon, à Gennevilliers, à Nanterre, à Clichy, à Asnières, où il y a eu des rassemblements importants. Et la particularité cette année, et on en est très 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 fiers, c'est la participation de jeunes. Depuis de nombreuses années, en ce qui nous concerne, nous, au collectif 17 octobre 1961 banlieue nord-ouest, qui commémorons depuis 1974 pour les plus anciens, c'est probablement les rassemblements les plus anciens en France. On avait toujours l'habitude d'avoir des personnes qui avaient vécu ce drame, mais cette année, on a réussi à sensibiliser les jeunes sur la question du 17 octobre. Donc à chaque fois, c'était un écarquillement d'yeux, mais vraiment très grand, qui disait « mais je ne comprends pas, je n'ai jamais appris ça à l'école, on ne m'en a jamais parlé, même mes parents ne m'en ont jamais parlé ». Donc la question du 17 octobre, on a réussi cette année. Alors il faut continuer, il faut valider l'essai, c'est de pouvoir investir encore plus des jeunes, encore plus des jeunes pour qu'ils puissent faire le relais sur cette question du 17 octobre. Mais de manière générale, de très belles commémorations avec beaucoup de monde et la participation d'élus de manière massive. À Colombes, par exemple, depuis 6 ans, on ne commémorait plus avec la municipalité, qui était une municipalité, les Républicains pour ne pas les nommer, qui ne souhaitait absolument pas entendre parler du 17 octobre 1961. Le vote démocratique a changé les choses, a élu depuis le mois de juin un maire écologiste, très sensible aux questions de répression, d'universalisme et de fraternité, qui a fait un point d'honneur à organiser la commémoration cette année. Donc on a eu une excellente et une très belle commémoration à Colombes ce 17 octobre 2020. Donc des enfants, des jeunes qui ont participé à ces commémorations. Nous étions en train de voir quelques images qui défilaient de votre événement, donc de l'événement que vous avez organisé ce samedi 17 octobre. Alors quelle a été la réaction des jeunes et des enfants qui ont pris part à ces manifestations? Alors, quand je parle des jeunes, c'est plutôt des jeunes autour de 20-25 ans, qui sont
pour la plupart, mais pas seulement, franco-algériens, avec des parents qui ne sont pas toujours très bavards sur ces questions-là. On le sait, on en a parlé beaucoup. On en a parlé aussi, je l'ai vu ce week-end dans une super émission spéciale, je tiens à le souligner, orchestrée par Fela Benour, par Yazid Ait Mahdine, etc. C'était vraiment une très, 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 très belle émission et on l'a entendu là. Les langues ne se délient pas facilement. C'est difficile, c'est douloureux. Donc les enfants étaient très, très, très étonnés de découvrir cette histoire, puisque c'est le dernier massacre de masse de la police française. En France, dans l'ère moderne, hein, il n'y a pas eu d'autres massacres aussi importants qui avoisinent les 300 morts. Donc les jeunes étaient très étonnés de ne pas le connaître, de ne pas l'avoir appris à l'école, et surtout de marcher le long de la scène quasiment tous les jours. Du coup, certains m'ont dit que ça allait changer leur vision de la scène désormais. Voilà, merci beaucoup Farid Zarzour pour votre témoignage. Alors je rappelle, vous êtes le coordinateur du collectif du 17 octobre 1961. Alors on rappelle que vous avez fourni quelques images justement à cette très belle émission qui a été diffusée samedi soir, une émission donc qui a été réalisée par Nilda Ouziala, qui a été conçue et préparée par Yazid Ait Mahdine, par Fela Benour et présentée, animée par Amal Almi. Merci beaucoup Farid Zarzour d'avoir témoigné ce matin par rapport à cette journée. Pour les 60 ans qui vont arriver l'année prochaine, ce sera le dimanche 17 octobre 2021 et d'ores et déjà j'appelle à la coordination générale, j'appelle à la réflexion d'ensemble de tous les acteurs en France qui sont sensibles à cette cause, de Lille à Marseille, de Brest à Strasbourg. Il faut travailler ensemble, tous les collectifs, pour créer un bel événement et faire pression pour enfin ouvrir les archives. C'est très, très, très important. Je vous remercie de la parole que vous m'avez donnée. Merci beaucoup, Faïd, merci beaucoup. Allez, au revoir, on vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup d'avoir apporté ce témoignage. Ahmed Ghali-Ghassin, merci beaucoup. On vous retrouvera donc la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un autre sujet. Voilà, alors on le disait, octobre, c'est le mois par excellence donc de la sensibilisation au dépistage. Donc, le cancer du sein est là. Canal Algérie donc, a participé à sa manière à cette sensibilisation à travers ce spot de sensibilisation que je vous propose de voir. Et voilà, c'était donc un spot de sensibilisation au dépistage. Et ce matin, nous avons une spécialiste donc en scénologie. Il s'agit du docteur Amina Abdelwahab. Bonjour docteur. Bonjour. Voilà, marhaba bik. Alors docteur, il faut dire que le mois d'octobre, c'est effectivement le mois de sensibilisation par excellence. Et pourtant, le dépistage, vous le faites tout au long de l'année. Et la campagne de sensibilisation, vous n'attendez pas le mois d'octobre, vous le faites tout au long de l'année. Mais si on doit s'arrêter sur le mois d'octobre, alors pourquoi le mois d'octobre est si important donc, pour faire autant de sensibilisation auprès des femmes?
Alors effectivement, vous l'avez bien dit, ça ne s'arrête pas au mois d'octobre, ça ne se limite pas au mois d'octobre. Donc toute l'année, on est confronté à ce problème qui est un problème de santé publique, donc le cancer du sein. Nous traitons des patientes toute l'année, nous sensibilisons toute l'année, nous faisons de la prévention toute l'année, donc le cancer du sein. Maintenant, le mois d'octobre, c'est un mois mondial, on va dire, dédié à la sensibilisation. Et moi, je leur dis, c'est bien d'avoir un point dans l'année où ça fait plus, il y a plus d'impact quand on en parle pendant un mois, alors que si on devait en parler toute l'année, les gens s'en lasseraient. Donc pendant un mois, c'est pas très long. Voilà, on fait un matraquage pendant un mois, et c'est vrai que ça fait bouger les femmes, puisque là, on est arabusté tous les jours. Hein, les femmes nous appellent pour dire où est-ce qu'on peut faire une mammographie. Est-ce qu'effectivement une mammographie peut sauver? Voilà, donc le mois d'octobre est dédié justement à ça et à faire bouger les choses. Alors, Dr Abdelouaheb, qu'en est-il de la réaction des femmes par rapport au dépistage? Parce qu'on appréhende, on a peur, on a vraiment peur des résultats, de ce qui peut arriver. Alors, quelle est la réaction des femmes? Est-ce qu'elles sont très ouvertes donc, à l'idée d'aller se faire dépister, même s'il n'y a pas de symptômes comme ça alarmants? Alors, ce qui est bien, c'est que les mentalités ont changé. Moi, à travers mon expérience, donc il y a plus de 20 ans, je voyais que les femmes étaient très réticentes par rapport à aller consulter si elles se portaient bien. Donc, quand on n'est pas malade, pourquoi aller voir un médecin? Pourquoi aller faire une radio? C'est l'erreur. Mais voilà. Mais ce matraquage, justement, a permis de faire évoluer les choses et de changer les esprits. On a vu que, moi, je leur dis, il y a 3 catégories de femmes. Donc, il y a celles qui adoptent la politique de l'autruche. On sait que le cancer existe, mais on ne va pas le chercher parce que de toutes les façons, le fait d'aller chercher, c'est déjà chercher la maladie. Vous avez celles qui vous disent non, je ne fais pas la mammographie parce que c'est des rayons, ça risque de me faire justement de me provoquer un cancer. Et vous avez celles qui trouvent l'excuse du prix de la mammographie. Donc le dépistage coûte cher. Donc il y a certaines femmes, mais il y en a d'autres qui justement prennent soin de leur santé et consultent. Aujourd'hui, on a vu des femmes arriver aux consultations sans aucun symptôme, juste qu'on leur prescrive une mammographie. Donc quand elles engagent bien sûr faire une mammographie. Donc je peux vous dire qu'à travers vous, à travers les médias, qu'on est accompagné par les médias durant toute l'année et particulièrement au mois d'octobre. Donc on a pu changer ces mentalités et les femmes vont consulter parce qu'elles savent très bien que consulter quand on n'a rien et trouver quelque chose, c'est quelque chose qui a un stade de début et qui peut être traité, j'allais dire définitivement, et on peut en guérir. Et on a de très beaux exemples d'ailleurs de femmes qui ont guéri, qui ont été prises en charge. Donc attends, alors dans ce sens, nous avons Maya Amrani, elle s'est intéressée à un centre de dépistage. Donc il s'agit de centre de conseil pour le dépistage du cancer du sein que je vous propose de découvrir. On se retrouve juste après. L'entreprise Tabibo organise un événement qui a pour objectif la mobilisation contre le cancer du sein et l'aide de plusieurs médecins, permettant ainsi aux femmes d'avoir une information éclairée sur le dépistage de la maladie et les traitements pour la guérison. Tabibo a été fondé par une équipe de médecins de plusieurs spécialités, donc ça reste toujours ouvert au public à tout moment, peu importe, pas uniquement pour Octobre Rose, ça sera ouvert tout au long de l'année, il n'y a pas de souci. Des médecins généralistes, psychologues, scénologues et nutritionnistes accompagnent ces femmes malades ou non malades en leur apportant des renseignements et des conseils pour mieux gérer ce mal, le cancer du sein. Le cancer, c'est une maladie qui guérit actuellement. Voilà. Ce n'est plus une fatalité en fait. Hein. Mais ce qu'il y a, on insiste surtout sur le côté dépistage précoce. On a eu des témoignages justement. Il y avait une dame, c'est dommage, elle n'est pas là aujourd'hui, elle a eu un empêchement. C'est une dame qui est guérie en fait du cancer du sein, ça fait 24 ans. Et voilà, donc c'était une personne jeune. Enfin, elle a eu son cancer assez jeune, à 32 ans, et là, 24 ans après, elle est tout à fait guérie. Le docteur Lekhal aide les patientes à mieux connaître leur corps et les informe sur la pratique de l'autopalpation à partir de démonstrations sur mannequins. De plus en plus, on voit des femmes d'une quarantaine d'années et plus qui viennent pour se faire palper et être envoyées par la suite dans les services compétents.
Mais c'est vrai que depuis ces dernières années, il y a de plus en plus de femmes qui prennent conscience que c'est sérieux, qu'il faut se faire dépister à temps. Après les traitements subis par les malades, des séances de sport sont nécessaires pour se refaire les pectoraux et retrouver une belle silhouette. Alors le sport va les aider à se remettre, il va les aider à développer encore des muscles qui risquent de disparaître après la chirurgie surtout, au niveau des pectoraux. Alors on doit faire des exercices même à la maison, même si on n'arrive pas à se déplacer, à partir dans des salles, on peut faire des exercices avec un ballon, avec des accessoires qu'on peut se permettre d'acheter. Et c'est des exercices qu'on peut faire le matin, le soir, et ça va leur faire du bien. Et aussi, si elles peuvent se déplacer en salle ou sortir ou faire une marche, par exemple, simplement une marche, ça va leur faire du bien. Les artistes plasticiennes présentent pour apporter un peu de couleur et de bien-être dans la vie de ces femmes. Maintenant, on s'occupe beaucoup de l'art-thérapie. Donc c'est un moyen très profond et très accessible au bien-être, à la sérénité intérieure. Et donc on utilise beaucoup ce moyen d'expression pour pouvoir déstresser, s'exprimer. Et j'aimerais justement dire à toutes ces femmes que nous sommes très touchées par ce mal et nous sommes concernés de près ou de loin. Et en tant qu'artiste, j'aimerais dire à ces femmes qu'ils peuvent s'essayer à tout art créatif, que ce soit en peinture, en musique, en danse, même en vêtements. Un instant T où ils se libèrent, ils se défoulent dans cet art, peut leur faire du bien. Ne pas oublier qu'un dépistage précoce, c'est l'espoir d'une guérison certaine. Et voilà, c'était un reportage de Maya Amrani qui, elle, s'est intéressée au centre de conseil pour le dépistage du cancer du sein. Alors, docteur Abdelwahab, quand on parle de dépistage, on cible toujours dans toutes les campagnes de sensibilisation les femmes de plus de 40 ans. Donc, toujours, on les conseille de faire leur mammographie chaque année, de faire plusieurs examens donc, pour avoir un dépistage précoce. Qu'en est-il des femmes de moins de 40 ans? Alors, on parle du dépistage à partir de 40 ans chez nous, en Algérie, ou plus ou moins, au Maghreb, parce que les femmes sont touchées autour de 48 ans, à peu près. Donc, on a vu que le maximum de femmes touchées avaient autour de 47-48 ans. Donc, on va chercher le cancer quand il est au stade mammographique, au stade d'image. Voilà pourquoi on va 10 ans plus tôt, parce qu'on sait que quand ça commence par une cellule qui va se multiplier jusqu'à devenir palpable 8 à 10 ans après. Alors, quand on va vers les femmes moins jeunes, on sait qu'il y a moins de cancer, bien qu'il y a quand même 20% de cancer du sein chez des femmes qui ont moins de 40 ans. C'est quand même important, 20%. Mais la mammographie n'est pas très fiable chez la femme jeune. Pourquoi? Parce que le sein est très dense. Donc, c'est un sein jeune, glandulaire. Donc, on n'a pas une bonne visibilité et l'interprétation, on peut sous-estimer un cancer existant. Donc, il y a d'autres moyens, mais on ne parle pas de dépistage. Donc, on parle de diagnostic. Si une femme qui a moins de 40 ans touche quelque chose au niveau de son sein, elle va se présenter chez un médecin qui va lui prescrire les examens qu'il faut. Donc, une mammographie, une IRM, mais parfois même une mammographie, quand les seins ne sont pas très denses. Et par contre, il y a un groupe de patientes ou un groupe de femmes chez qui le dépistage va commencer beaucoup plus tôt que 40 ans. C'est ce qu'on appelle le dépistage ciblé chez les femmes qui ont des antécédents dans la famille. D'accord. Donc, la femme qui n'a pas d'antécédents, c'est à partir de 40 ans, mais celle qui a une maman, une sœur ou quelqu'un de premier degré ou deuxième degré, une relation de premier ou deuxième degré dans la famille, avec un cancer du sein, là, il va falloir commencer les investigations plus tôt. Parce qu'on sait que quand il y a une mutation génétique, quand il y a une anomalie à la naissance, ça veut dire que le cancer, quand il apparaît plus tôt. Donc, on va le chercher plus tôt, mais pas avec une mammographie. Donc, avant 40 ans, souvent, c'est avec d'autres moyens, c'est avec d'autres examens. Je voulais rebondir sur le reportage qui a été très bien fait. Malheureusement, ce jour-là, je l'ai raté, je suis arrivée un peu en retard. Mais c'est vrai que c'est une excellente équipe. Et on voit aujourd'hui, on arrive à décrire justement ce cancer qui est multidisciplinaire, c'est-à-dire qui fait intervenir, vous voyez, je suis là. Oui. Donc ça fait intervenir les médias, ça fait intervenir les artistes. Les artistes, on l'a vu dans le reportage. C'est une maladie, on va dire, qui est en même temps simple et complexe. Assez complexe parce que tout le monde est autour, tout le monde veut faire des choses. Et j'ai vu à travers mon expérience
expérience que beaucoup de choses avaient changé, et positivement. Hein. Parce qu'au départ, la malade était livrée à elle-même. Donc, elle arrivait à l'hôpital avec son époux, ou alors ses parents quand elle était jeune. Et elle faisait face à la maladie juste avec son médecin. Donc, les différents acteurs qui interviennent dans la prise en charge. Mais aujourd'hui, ces acteurs sont multiples. Vous avez vu, il y a même des artistes qui aident la femme à guérir de son mal. Et tout à l'heure, la coach sportive disait, ça va lui permettre de ne pas perdre ses muscles. Voilà. Moi, j'allais lui dire, ça va lui permettre de découvrir d'autres muscles. Exactement. Et de découvrir parfois, quand on parle d'art plastique, de découvrir des dents, certaines femmes. Des dents cachées. Moi, j'ai vu des malades qui, la maladie, on dit que la maladie, c'est un déclin. Moi, je dis non, la maladie peut être un déclic. Donc, pour changer et pour se découvrir, pour se réveiller et se révéler, se découvrir des dons. Et voilà pourquoi nous allons organiser justement une journée qui va permettre à ces femmes de se découvrir et de découvrir justement leur potentiel créatif. Alors justement, Dr Abdelwahab, nous avons parlé un peu des femmes de moins de 40 ans qui peuvent être touchées. Vous avez évoqué donc le chiffre plutôt le pourcentage de 20% qui est quand même important. Vous en connaissez, vous, des femmes donc, qui ont moins de 40 ans qui ont été touchées. Vous avez même été leur médecin traitant. Et là, nous avons un témoignage de l'une de vos patientes qui a été donc atteinte du cancer du sein à l'âge de 32 ans, c'est ça? Effectivement. À l'âge de 32 ans, et elle a pu donc faire face à la maladie. Elle a pu guérir, donc guérison totale, docteur. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, guérison totale. Je vous propose donc de voir son témoignage et on se retrouve après. أنا مرضت بالسرطان كان في عمري 32 سنة. كيفاه فقت بهذا المرض؟ C'est à la palpation. À la palpation, فقت اللي كانت عندي حاجة ماشي عادية في الثدي تاعي. Et une amie médecin a eu la présence d'esprit de m'envoyer chez le radiologue pour faire une mammographie malgré mon jeune âge. كان عندي غير 32 سنة mais بعثتني عند le radiologue نجوز une mammographie. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que j'ai une maman qui est décédée d'un cancer du sein كان في عمرها 53 سنة. Donc qui شافت هذا le parcours familial, elle a pris cette bonne décision. كي جوزت la mammographie كانت ماشي طبيعي mais c'était suspect. رحت من بعد à Mustapha au centre au CPMC. C'était en ce temps-là le professeur Bendib Allah yarhamou. Donc c'est lui qui m'a suivi. Et en faisant les cytoponctions et tous les examens, tout est revenu avec un résultat négatif, comme quoi il n'y avait rien. Mais lui, sachant qu'il y a une maman qui est décédée d'un cancer, il a décidé de faire d'autres examens. Et là, il découvre que j'avais un cancer. Et je ne remercierai jamais cette équipe parce que c'est grâce à eux aujourd'hui, et c'est grâce à la radiologie, l'Iranihia. Donc le parcours, ça a été un cancer découvert donc à temps. J'ai eu tout ce qui était mastectomie, chimiothérapie, radiothérapie à l'âge de 32 ans. Mais alhamdoulilah, et maintenant, ça va faire 24 سنة منين جاني هذا المرض. Ou pour vous dire. Voilà, c'est donc un témoignage de Linda. Alors, elle s'appelle Linda. Alors, vraiment, beaucoup de courage. Hein, très courageuse. Alors, il faut dire que ce que je vous disais, hein, pendant que le témoignage passait, nous, une petite grippe déjà, on panique. Et donc, quand on voit des réactions comme ça, il faut dire que sur le plan psychologique, donc, ça aide d'autres personnes donc, à lutter encore. Justement, donc, parlons un peu de prise en charge psychologique. Donc, on sait que la prise en charge médicale est là. Donc, il faut dire que la science avance
avance et puis on voit quand même par rapport au pourcentage donc, de guérison qui devient de plus en plus important. Mais il faut dire que docteur Abdelwahab, il y en a ceux qui, enfin pour les femmes, celles qui guérissent sont donc sans ablation, mais d'autres, elles sont donc obligées de passer par l'ablation. Alors qu'en est-il un petit peu de la réaction? Comment ces femmes vivent après donc l'ablation et qu'en est-il de la prise en charge psychologique concernant cette étape qui reste quand même Oui, c'est une étape très importante. Oui. Et je peux même vous dire que les premières appréhensions des femmes qui touchent quelque chose au niveau de leur sein, la première appréhension, c'est l'ablation. C'est l'ablation, oui. Donc c'est l'ablation du sein. Et pour elle, l'ablation du sein, ça veut dire ablation de féminité, ablation de beauté, ablation de tout ça. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Et nous essayons d'aider ces femmes justement à mieux vivre cette ablation, on va dire, cette ablation de beaucoup de choses, et à savoir la féminité. Il faut savoir que toutes les femmes ne subissent pas une ablation. Et nous sommes ici, et durant tout le mois d'octobre, pour justement dire aux femmes d'arriver assez tôt afin d'éviter cette ablation. Parce que c'est vrai que parfois même des petites tumeurs nécessitent une ablation. Mais dans la majorité des cas, on va vers l'ablation lorsque la tumeur dépasse une certaine taille. Donc, quand on arrive tôt, quand on arrive au stade de dépistage, on peut éviter cette ablation. Sinon, et c'est vrai que c'est très difficile à vivre, voilà, là les psychologues interviennent en masse pour on l'a vu d'ailleurs dans le reportage, voilà, des psychologues qui participent à vos ateliers. Pour faire accepter, mais aujourd'hui, il y a une évolution, j'ai dit, dans le diagnostic, mais il y a aussi une évolution dans la prise en charge. C'est qu'aujourd'hui, une femme à qui à qui justement chez qui on décide de faire une ablation, on lui propose tout de suite une reconstruction qui sera faite soit dans le même temps opératoire, soit par la suite. C'est selon les cas. Donc déjà, au départ, elle accepte mieux sa maladie. Parce qu'on va lui dire, on va te rendre ce qui t'a été enlevé. Voilà. Et ça permet aux femmes de mieux accepter le traitement. Ensuite vient l'étape de la chimiothérapie. Là aussi, c'est pas pour tout le monde. Chaque cancer est un cancer. Chaque cancer est traité... c'est des traitements en fait ciblés à chaque patiente. Donc il y a la chimiothérapie aussi qui fait peur parce qu'il y a la perte des cheveux, il y a tout ça. Mais moi je leur dis tout le temps, plus les effets secondaires sont importants et plus le traitement est en train d'agir sur la tumeur et sur les éventuelles cellules qui auraient pu s'échapper. Donc aujourd'hui, tout est rattrapable. Finalement, la prise en charge médicale, elle est personnalisée. Elle est personnalisée, voilà. Effectivement. Donc chaque malade a son traitement. Est un cas à part. Voilà, est un cas à part. Et le côté psychologique fait partie intégrante de la prise en charge du cancer du sein, du début à la fin. Au début pour annoncer, ensuite pour suivre la malade, et à la fin pour qu'elle reprenne sa vie de femme le plus normalement du monde. Et justement, parlant de prise en charge psychologique, le 24 de ce mois, vous avez un événement au profit de toutes ces femmes. Voilà, justement, la plateforme Etabibo est en train d'avancer justement dans ce domaine et on organise, donc l'idée est venue durant les journées passées, c'est là où vous avez fait le reportage, comment on pourrait aider ces femmes? On pourrait les aider en organisant justement une activité, donc c'est de l'art plastique, donc il y a des bénévoles qui seront là pour aider ces femmes à s'explorer, j'allais dire, pour aider ces femmes à dévoiler leur potentiel créatif. Moi, j'ai vu beaucoup de femmes passer par la chirurgie, passer par ce combat, on va dire, on peut le dire, et se réveiller un jour et dire... la vie est finalement belle et la vie continue. Il faut que je profite, il faut que je rattrape le temps que je risquais de perdre. Donc, elles se révèlent être des artistes. Donc, il y en a qui se mettent à faire de la couture, il y en a qui se mettent à faire de la peinture. Et elles se reconnaîtront à travers ce que je dis. Et il y en a pas mal qui font des merveilles. Donc, ça a été, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça a été plus un déclic qu'un déclin. Donc, là, cette journée va permettre aux femmes, justement... Donc, on l'annonce déjà aujourd'hui. Ça se passe à Draria, donc vous allez, c'est sur la page Facebook d'Etabibo, vous allez voir l'adresse et toutes les femmes, qu'elles soient malades ou non, sont conviées à cette journée et il y a même des petits secrets, donc on ne va pas tout vous dévoiler comme ça.
vous serez curieux. Viendrez. Voilà, vous viendrez, Inch'Allah. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous, Dr Amina Abdouhab. Donc, je rappelle, vous êtes spécialiste en scénologie. Merci encore pour tout ce que vous faites pour ces femmes. Voilà, on vous souhaite une agréable journée. Alors, on continue avec le programme de Bonjour d'Algérie. Là, on va aller vers un autre passionné, mais cette fois-ci un passionné d'ornithologie. Oui, oui, c'est quelqu'un qui est passionné donc d'oiseaux et il a donc fait un petit élevage à son niveau. Jazia Bayou s'est intéressé à son activité dans ce reportage. À première vue, l'on se croirait dans un parc ornithologique. Et pourtant, cet endroit féerique n'est autre que la demeure de M. Makour Idir. Ce jeune passionné de la nature qui a su, avec peu de moyens, rendre cet espace de 800 mètres carrés un petit coin de paradis. جت من عند ربي موهبه من عند ربي بيان سور كون ما نحبش على ندير كاع هكذا كنا يزيدونا يعطيونا هذا المرسوم تاع الطرب تولي خيرك يا ربي. Cet endroit dégage en fait une sorte des ondes positives très apaisantes. On se sent en fait après on va dire une semaine de charge, de pression, de travail, on vient ici et pour relaxer, pour voilà se rappeler de la nature qui est belle. C'est dans ce pigeonnier que tout a commencé. Idir s'intéresse à l'élevage de pigeons et de là aux oiseaux, toute espèce confondue. Son aviculture s'agrandit. De 2 pigeons, il se retrouve aujourd'hui avec plus de 1500 oiseaux, pour qui le propriétaire voue un profond attachement. C'est l'impossible نبيعهم. نعطيك الدمي ما نبارك الزوج. Moi je suis émerveillé quand je viens. Je trouve que même moi je ne les connais pas. Il me faut des études. Et quand les enfants passent par là, c'est l'épanouissement total. Pour vous dire, hein, et il le fait tout seul. Il a un enfant qui l'aide, c'est tout, pour donner quand il est absent. Mécanicien de métier, Idir n'a pas hérité d'une grande fortune. Et pourtant, en puisant dans ses propres fonds, il réalise un cadre bien agréable pour l'embellissement de son projet. Une cascade traditionnelle, avec un bassin rempli de poissons. Un espace dédié au patrimoine. Et même un verger exotique. اللي يخدم العرقوب كيما هذا والله العظيم خير من البترول على بالك والله خير من البترول. ها شوف كيف عامل الخير شوف هذه يقولوا لها لاكوياف. Pour un meilleur rendement, Idir ambitionne d'étendre sa ferme pilote, une fois l'aide des pouvoirs publics octroyée. والله عندي لي زيدي هنا قال لك لي زيدي الصح ماشي صوار اللي يبغى يخدم بلاد كيما هذه يرحم باب. تعرف كيما ان شاء الله كاين ولا يمي واك كيما ملا ندير يخدم فراغ كيما نتعاون مع الدوله ان شاء الله نتعاون كيما فراغ ندير يخدموا كيف فراغ ان شاء الله. Avec peu de moyens, ce passionné de la nature a pu réaliser l'impossible. À présent, il n'aspire qu'à être soutenu pour faire perdurer encore cet havre de paix. C'est bon. Et voilà, donc de l'ornithologie, des oiseaux, nous allons aller vers une dimension un peu plus grande quand même. Hein. On va aller vers les chevaux et ce sera du côté de Bourj El Kifan, puisque le club épique populaire de Bourj El Kifan est installé là-bas, donc dans une nouvelle structure qui est représentée ce matin par M. Naïm Djinan. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre du bureau de l'association. Oui. Et aussi du club épique populaire de Bourj El Kifan. Absolument. Et parmi nous ce matin, M. Mouel Fali, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes propriétaire de chevaux et pas n'importe quel chevaux. Pas n'importe quel chevaux. Alors voilà. Alors d'après certains que je rejoins d'ailleurs. Hein. Alors, normalement, j'ai pas le droit de donner mon avis, mais allez, je me permets aujourd'hui une petite parenthèse. Alors vous êtes propriétaire de pur sang. De pur sang anglais et arabe. De pur sang anglais et arabe, donc qui sont très prisés finalement. Très prisés, tout voilà. à fait. D'où leur nom, pur sang.
Exactement. Alors on va en parler. Alors monsieur Djinan, on va d'abord revenir un petit peu au club hippique. Alors vous me disiez que le club hippique avait l'âge de l'Algérie indépendante, puisqu'il a été créé dans les années 60. Absolument. N'est-ce pas? Oui. Alors on va revenir peut-être un petit peu sur les objectifs, sur les actions, sur les activités du club. Si vous permettez, je voudrais juste revenir sur l'historique un peu. Allez-y. Sur l'historique. Ce club existait depuis les années 60. Il était localisé au niveau du terrain de la Grande Mosquée d'Alger. On a été délocalisé en 2009 au niveau de la Société des courses, du Caroubier. Et c'était une solution provisoire qui a duré pendant plus de 10 ans. Alhamdoulilah, on a pu avoir le terrain en 2019, en avril 2019. Et là, vous y êtes Après installé. moult, on s'est battu pour pouvoir l'avoir. Voilà. Et vous l'avez? On l'a eu, mais ce qui est désolant aussi, c'est que notre fédération n'a rien fait pour nous. Voilà. Bon, on passe sur ça. On a pu l'avoir après le Hirak. Moubarak, comme a dit notre président de la République, et on a pu l'avoir au mois d'avril 2019. Là, on est parti sur le terrain et le plus grand mérite revient à notre président d'association, M. Halim El Kouara. Parce que nous, membres du bureau, on avait des doutes. Vu les moyens financiers, quand on a vu le terrain, c'était une décharge. Et en plus de ça, il fallait déblayer tout, il fallait faire un terrassement et tout ça coûtait beaucoup d'argent. Et sans le courage, l'abnégation, la persévérance, l'honnêteté de M. Halim Kouara, notre président. Et on vous avait reçu apparemment au tout début, vous avez évoqué justement... On a évoqué l'année passée, un petit peu on a évoqué ce problème-là. Ces obstacles-là. Voilà. Et on a pu, après s'être battu, on a pu faire naître ce projet. Voilà, et donc le projet, il est déjà mis sur pied maintenant. Il est mis sur pied. Il est mis sur pied. L'état d'avancement des travaux est à peu près à 60%. On remercie pour cela Monsieur le Wali d'Alger, qui est Monsieur le directeur de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger, qui nous ont assistés, nous ont aidés. Et ce qui est bien, ils ont cru en nous et en notre projet. Et c'est un club quand même qui a l'âge de l'Algérie indépendante, vous avez fait beaucoup d'exploits, donc automatiquement... Mais passer 10 ans en étant SDF, ça détruit. Et même pendant ces 10 ans, vous avez fait beaucoup de belles choses, hein. Vous avez fait beaucoup de réalisations, on a eu beaucoup de concours, on a eu beaucoup de compétitions. On a eu beaucoup de titres, Oui. on a eu des deuxième, troisième places en Coupe d'Algérie, en championnat d'Algérie. On a un champion chez nous qui est champion d'Algérie et champion d'Afrique, M. Sid Ali Al-Ali, et qui est aussi champion d'Algérie 2018 des jeunes chevaux. Très bien. Ouais. Alors, on va aller du côté de votre club, puisque notre collègue Samira Hadjamar est venue, elle vous a donc rendu visite et elle est revenue avec ce reportage là où elle nous présente donc le nouveau siège, on va dire, donc du club hippique populaire de Bourg-el-Kifen. Je vous laisse découvrir ce reportage et on se retrouve juste après. C'est une passion née dans les années 60 chez son président Abdelhalim El Kouara et transmise à des centaines d'enfants et d'adultes du CHP, l'école d'équitation du Caroubier, déplacée depuis peu et malgré les embûches dans le lotissement de Kaïdi, à Bourg-el-Kifen. Il y a 9 mois, ici c'était une décharge publique. À l'état où j'ai trouvé cet endroit, ça faisait réellement peur. Il y avait la démolition de bidonvilles, laissé à l'état tel quel. Et croyez-moi, ça faisait énormément peur. Aujourd'hui, 9 mois après, vous voyez ce qui est devenu ce site. C'est un petit joyau qui appelle à l'avenir le bonheur de pas mal de familles de la société algérienne. Je compte en faire un mini-complexe qui pourra accueillir des concours nationaux et internationaux.
Pour Céline, comme pour Mélina, c'est un festival d'émotions, mais surtout l'ambition de concourir un jour à travers le territoire national comme à l'international. Je voudrais devenir vétérinaire et soigner les animaux malades. Vu que mon père il travaille ici, je ne pouvais pas m'empêcher de faire de l'équitation. C'est qu'elle est légère. Genre quand on la monte, c'est pas la peine de lui donner des coups de talon. C'est pas la peine de donner l'action de la jambe. Juste appel de langue et elle avance. C'est magique. Du bonheur, je ressens plein de choses, je ressens que du bonheur. Quand je le vois, ça m'apaise. J'aime bien le cheval. Je ressens quoi? Je ressens de la tranquillité quand je le vois. J'ai envie de monter à cheval, de gambader. J'adore vraiment le cheval. Et c'est pour ça que ça me donne vraiment envie de pratiquer ce sport. Donc, est-ce que tu as l'intention de devenir une cavalière? Oui, une cavalière et peut-être, Inch'Allah, faire beaucoup de compétitions et remporter beaucoup de trophées. Sport ou passion, il faudra quand même passer par l'initiation et la formation avant de prétendre à la compétition. Ici, nous formons l'équitation à proprement dit. C'est-à-dire qu'on ne fait pas monter les cavaliers sur un cheval pour encaisser. On fait monter les cavaliers sur des chevaux pour les former à la compétition de saut d'obstacle et de dressage. Et, oui. Il y a plusieurs sections? Il y a plusieurs sections. Il y a la section du saut d'obstacle de compétition, il y a la longe, il y a la préparation des examens du premier degré, comme cela par exemple. La longe, c'est-à-dire que c'est quand nous avons de nouveau recruté des cavaliers qui n'ont jamais monté. On les fait monter d'abord en premier lieu sur un cheval avec une longe attachée et leur habituer, ou plutôt les faire travailler, développer leur équilibre et leur assouplissement de manière à ce qu'ils puissent se tenir sur un cheval. Pur sang, barbe arabe, de sel français ou anglais, le vétérinaire bénévole au CHP est aux petits soins. Vous avez à distinguer différentes races de chevaux. Vous avez des barbes arabes et des chevaux de demi-sang. Les chevaux de demi-sang, c'est ceux qui peuvent aller en puissance sur les obstacles. C'est surtout la vaccination. Donc, on vaccine les chevaux contre la grippe, le tétanos et la rage. Donc en fonction de l'utilisation du cheval, s'il fait des concours internationaux, on est obligé de faire des rappels tous les 6 mois. Si c'est un cheval qui reste au pays, on fait des rappels qu'une fois par année. Essentiellement pathologie traumatique. C'est dû à l'utilisation des chevaux. Ce sont des chevaux qui vont galoper, qui vont trotter, qui vont sauter. Donc tous ces exercices vont se répercuter sur tout le squelette et le locomoteur du cheval. Vous allez avoir essentiellement des pathologies tendineuses, que les cavaliers vont appeler des bananes. Mais pour l'heure, le club a un besoin de mécènes pour pouvoir développer et étendre ses activités. Il y en a qui connaissent le cheval, il y en a qui ne connaissent pas. Donc on est en train de faire des lettres de sponsor pour montrer à certaines personnes qui puissent nous aider un petit peu au niveau de la gérance du club. Un magnifique reportage. Donc c'était un petit déplacement en compagnie donc de Samira Hadjamar qui nous a emmené du côté donc de Burj Al Kifan au niveau donc du nouveau siège du club hippique populaire de Burj Al Kifan. Alors c'est vrai que le club a pris forme, hein. Donc le siège a pris forme. Il faut dire que aujourd'hui c'est agréable à voir le club. Parce qu'on a vu un petit peu l'avant et après. Au début du reportage, vous voyez bien que c'était une décharge. Voilà, on a vu avant et après. Et tout ça, pour remettre tout ça à un niveau, ça a coûté beaucoup d'argent. Voilà. Ça nous a coûté beaucoup d'argent et il fallait nourrir les chevaux, il fallait payer les entretenir, oui. On a des employés, payer les employés. Tout ça n'a pas été facile pour nous. Et le résultat est là. Et le résultat est là grâce aux autorités. Et je réitère mes remerciements à M. le Wali d'Alger et M. le DGS d'Alger. Et c'est grâce aussi à un grand homme, notre président Halim Kouara, qui vraiment, sans lui, parce que nous, membres du bureau, on a tous douté.
Oui. Et c'est lui Et qui voilà. nous a encouragés, qui nous a Alors fait il a bien avancer. fait, il a bien fait de nous encourager, Oui, alors, parce qu'on a eu quand même un résultat magnifique. Alors, on a vu dans le reportage qu'il y a eu plusieurs races donc de chevaux, et justement, Ali Moualef, vous êtes passionné de chevaux et vous êtes un connaisseur d'ailleurs. On apprend toujours, hein, mais Oui. effectivement, ça fait plus de 40 ans que je suis dans le cheval, donc effectivement, je connais bien le cheval. Alors là, vous nous avez dit que vous avez ramené déjà un cheval J'ai ramené un de pur sang France arabe. Oui. et un pur sang arabe. Tout à fait. Voilà. Alors parlez-nous un petit peu des différentes races de chevaux qu'on peut trouver et comment on fait surtout la différence, parce que pour un amateur, tous les chevaux se ressemblent, mais Tous les chevaux se ensuite, ressemblent. Alors voilà. après, il y a des chevaux qui se distinguent bien tout à fait par rapport à leur morphologie. Mhm. Le pur sang arabe, qui lui, il est construit, il est fait différemment qu'un selle français. Hein. Il a moins de vertèbres, il a moins de côtes, il est plus Ok, court. plus léger. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a la queue qui est toujours en l'air quand il se déplace. Et puis il est très aérien. Et puis il est très fier. Très très fier. Très très fier. C'est un cheval qui ne touche plus le sol généralement. On dit d'un cheval arabe qui vole. Et Oui. justement parce que il a beaucoup d'allure et il aime qu'on le voit. Donc il enroule son encolure, il se montre, partout, il fait du bruit. Et d'ailleurs, c'est pour ça le modèle que j'ai ramené, c'est un peu. C'est un descendant justement de champion d'Europe et champion de France. Donc ce sont les chevaux qui sont destinés beaucoup plus pour les courses. Alors modèle et allure. Et alors qu'en Algérie, on a beaucoup. C'est un améliorateur de race. Voilà. Toutes les races, on les améliore avec le pur sang Le pur sang arabe, Très que ce bien. soit dans tout, hein, que ce soit dans l'espagnol, l'andalou, le absolument. ciel français, le KWPN. On met du pur sang arabe, c'est un améliorateur de race, tout à fait. Mais c'est pas la seule race que nous trouvons dans le club en tout cas, d'après le reportage de Samira Hadjamar. On a beaucoup de barbes au club. De barbes, c'est ce qui représente surtout le cheval algérien. Donc c'est le barbe qui est un cheval très C'est la rustique. monture d'Eber Abdelkader d'ailleurs. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et on fait beaucoup de mélanges avec l'arabe, ou on fait du barbe arabe, parce qu'on a la robuste. Le barbe est très robuste et résistant. Et le pur sang arabe est très endurant et donc ça va faire. Il y a du sang. Il y a du sang. Il y a du sang. Vous voulez dire quoi par il y a du sang? Le pur sang arabe, comme son nom le dit, pur sang, donc il est à 100%. Ah d'accord. Voilà. D'accord. Donc bon, c'est des chevaux qui sont quand même assez chauds, il faut savoir les gérer, manipuler. les manipuler. Ils sont très délicats et très 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 sensibles. On dit d'un pur sang arabe qu'il a qu'un seul maître. Voilà. Donc, mais tous les chevaux généralement ont la même notion, c'est-à-dire que on peut mentir à qui on veut, mais pas au cheval. Pas au cheval, et on l'a vu d'ailleurs dans le reportage avec les enfants, on a vu le rapport et la relation que le cheval entretenait avec l'enfant. Donc on sent un petit peu la sincérité Tout de à fait. l'enfant, on Un sent cheval le est rapprochement. Exactement. Un cheval est tout à fait capable de faire la différenciation entre un adulte ou un enfant, ou même une personne autiste ou handicapée. D'ailleurs aujourd'hui on parle d'équithérapie, hein, donc voilà, on Exactement. prend carrément en charge les autistes avec les chevaux. Exactement. Et ça marche. Ça marche, oui. Ça marche On réellement. voit l'amélioration dans le comportement, Il y a beaucoup de effectivement. parents d'autistes qui sont très, très contents du résultat et qui ne croyaient pas que l'équithérapie allait avoir cet impact positif sur le comportement de leurs enfants. Effectivement. Voilà. Et justement, donc vous disiez que le cheval est très particulier, donc il reconnaît les personnes, il reconnaît les gens, il fait la différence. Oui. Et c'est l'une des plus belles créatures, n'est-ce pas? À mes yeux. À vos yeux, mais il y a aussi une légende autour de cela, autour de la créature du cheval. Pour le pur sang arabe. Pour le pur sang arabe. On dit que le pur sang arabe a été créé que Dieu aurait pris une poignée de sable et qu'il aurait soufflé dedans en disant « je te crée cheval ». Et c'est de là où est sorti le pur sang arabe. Mais c'est les légendes. Voilà, c'est des légendes. Donc c'est pour ça finalement, donc, quand on revient un petit peu à la légende, pourquoi le pur sang arabe, il vole finalement. Il vole. Alors Voilà. il vole justement de par ses allures. C'est-à-dire qu'il est souvent, quand il se déplace, il a beaucoup d'allure et il est fier de les montrer. Et c'est le pur sang arabe qui est Voilà, comme ça. alors justement par rapport au pur sang arabe, il y a Abdelrahman Ben Chlib qui a écrit un petit poème autour des équidés pour faire un petit peu la différence entre les différents équidés, où il dit « El khil hebba min al-rih », justement, c'est la poignée de sable sur laquelle donc, Dieu a soufflé, enfin selon la légende. Donc « El khil hebba min al-rih » ou « El bil hiya sharifa », donc le bil c'est le dromadaire. Alors le dromadaire c'est l'animal
c'est l'animal. Donc on dit que Dieu a juré avec le dromadaire. Voilà. Alors الخير هبة من الريح والبل هي الشريفة البغال قرصة من الهند والحمير هي العيفة. Voilà. Donc c'était un petit peu pour faire la différence entre les différents équidés. Donc Ali Moualef, vous nous avez dit que vous avez passé 40 ans donc auprès des chevaux. Donc vous les connaissez très bien. Je les connais. Vous avez participé à des compétitions? Oui, en Europe, en France, plus exactement, où on a débuté comme ça. C'est un peu le début de chaque cavalier, où on fait les concours d'entraînement, les concours officiels. Et puis avec l'âge, bon, et le travail, on a un peu moins de temps. Donc du coup, un peu moins de temps pour les concours, mais par contre, toujours du temps pour le cheval. Alors on a parlé un petit peu de l'influence du cheval sur le comportement des autistes, mais qu'en est-il de l'influence du cheval sur le comportement humain d'une manière générale? Alors on dit que les cavaliers généralement sont des gens très calmes, sont des gens qui ne s'énervent pas beaucoup. C'est vrai? Il y a cet impact? C'est vrai parce que moi personnellement, quand je ne suis pas bien, je vais au club, je monte ma jument et ça m'apaise. Le cheval, monter à cheval, c'est apaisant. Et dans tout ça, le bon Dieu, il a bien, il a bien dit, et s'il l'a dit, c'est que c'est vraiment apaisant. Je ne peux pas vous décrire le sentiment. Il faut monter à cheval pour ressentir vraiment. Le cheval, effectivement, il apaise énormément. Et après, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas mentir au cheval. On peut mentir à quiconque, mais le cheval, il le ressent. Vous ne pouvez pas lui mentir, il va ressentir exactement ce que vous avez. Donc si vous êtes stressé, si vous avez peur ou si vous êtes même débutant, il va le sentir. Il va s'adapter à vous. Mais si vous êtes stressé, vous allez stresser le cheval. D'accord. Il le ressent. Il le ressent. Il le ressent. Alors il y a une autre question aussi par rapport au cheval qui pourrait aussi consolider les liens, on va dire, entre le cavalier et la monture, c'est un petit peu l'entretien. Donc qu'en est-il de l'entretien du cheval? Un cheval doit être entretenu tous les jours. Il n'y a pas de jour de repos. Il n'y a pas de jour de repos. On n'a pas, et nous, cavaliers, on n'a pas de jour de repos. Même le jour du repos, le cheval doit sortir. Parce que si un cheval qui reste dans son box, c'est mauvais pour lui. Déjà, à la base, un cheval, c'est grégaire. Hein. Il a besoin, exactement. Il a besoin de contact visuel et de contact olfactif avec d'autres chevaux. Et il ne peut pas rester enfermé dans un box toute la journée. C'est pas possible pour lui. C'est le maltraiter. Exactement. Le laisser dans un box, c'est maltraiter un cheval. Carrément. Carrément. D'accord. Parce qu'un cheval, à l'origine, il vit en liberté. Il n'a pas demandé à ce qu'il soit mis dans un box ou à ce qu'il soit monté par un cavalier. Et déjà qu'il nous laisse le monter, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Alors, le monter, justement, est-ce que ça demande une hygiène de vie particulière par rapport au cavalier, par rapport à l'entretien du poids, par exemple? C'est un sport à part entière. De monter un cheval, c'est un sport à part entière. Et pour le cheval, mais d'autant plus pour le cavalier. C'est-à-dire qu'un cavalier, beaucoup disent, bon, le cavalier ne se fatigue pas trop. Au contraire. C'est ce qu'on dit, oui. C'est un peu transpire plus que le cheval. D'accord. Et je peux vous promettre qu'une séance de cheval, si vous n'avez pas l'habitude de monter, vous ressortez avec des courbatures. Carrément. Tout à fait. Vous en avez pour 2-3 jours de courbatures. 2-3 jours de courbatures. Voilà. Et des courbatures sur tout le corps. Sur tout le corps. Donc finalement, tous les muscles travaillent. Tous les muscles. Les jambes, le dos, les abdominaux, les épaules, tous les muscles travaillent, les bras, tout travaille. C'est pas vraiment l'impression que nous avons quand on voit effectivement de l'extérieur, quand on est... Oui. Pour cela, il faut justement monter un cheval pour voir exactement ce qui... Et ensuite, il faut penser cheval, il faut penser pour le bien du cheval. C'est-à-dire qu'une personne qui va monter sur un cheval et qui va se laisser complètement aller, va plus lui faire du mal à son dos. Parce qu'en temps logique, un cheval, au bout de 15 minutes, au-delà de 15 minutes, si on reste tout le temps, si on fait 1 heure d'équitation par exemple, l'idéal ce serait que toutes les 15 minutes, on descende du cheval, on désangle le cheval, 2-3 minutes et on ressemble le cheval pour laisser le flux sanguin passer. Mais bon, pas beaucoup de personnes, ni même moi, je ne le fais pas non plus. Mais si une personne ne sait pas monter, elle va écraser le dos du cheval. C'est pour ça qu'on apprend qu'il y a des cours justement, parce qu'on ne monte pas un cheval n'importe comment. Très bien. Alors, justement, parlons des cours, là, vous me tendez la perche. Parlons des cours. Alors, le club donc, est ouvert aux adhérents? Est ouvert à tout le monde. À tout type d'adhérents? À tout type d'adhérents. À partir de quel âge? À partir de 8 ans. De 8 ans. De 8 ans. Parce que déjà, on va créer un poney club pour les petits à partir de 4 ans, 5 ans. Très bien. Voilà. Et le club est ouvert à toute la population, à tout le monde, parce qu'à l'origine, on est un club populaire. Très bien. Oui, à l'origine, À l'origine, on est un club populaire,
Et les prix pratiqués par notre club sont des prix dérisoires par rapport, symboliques par rapport à ce que coûte vraiment un cheval. Un cheval ne coûte 30 000 dinars par mois. D'accord. Et on a à peu près 70 chevaux. Donc, quand même. Oui. Avec ceux des propriétaires. Mais le club a une quarantaine, une cinquantaine de chevaux. Donc, et pour revenir au prix, c'est un prix très symbolique. Pour la formation, on a 4 paliers. Et on a 4 entraîneurs. Pour chaque palier, on a un entraîneur. On a la longe, l'après-longe, la reprise, c'est la pré-compétition et la compétition. Et pour les 2 derniers, la pré-compétition et la compétition, on a 2 entraîneurs qui étaient sélectionneurs de l'équipe d'Algérie. Donc, vous voyez qu'on essaye d'investir dans l'humain pour la formation de nos cavaliers, pour qu'ils aient la meilleure formation possible. Très bien. Voilà. Mais sinon, pour les amateurs, ceux qui veulent juste... on le fait. Vous le faites aussi, vous êtes ouvert aussi. On est ouvert, il y a des montres passagères, ils payeront un prix selon la durée, selon ce qu'ils veulent, selon leurs demandes. Très bien, c'est parfait. Ben, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Allez-y. Juste passer un appel. Je réitère mes remerciements aux autorités de la wilaya d'Alger, de la direction de la jeunesse et des sports. Là, notre projet est à 60-70% en état d'avancement. Il nous reste le plus important, c'est les terrains de compétition et les terrains d'entraînement ne sont pas encore mis à niveau. Et on aimerait bien que la wilaya et la DGS et les autorités locales nous aident à avancer dans vos travaux. Sans oublier notre président, je le répète, notre président Mohamed Halim Louara. Justement que je voudrais rajouter, c'est que je remercie énormément notre président, parce que j'ai découvert vraiment par tout hasard que j'ai découvert le club, et c'est le président qui m'a accueilli à bras ouverts, parce que j'ai eu des complications quand j'ai emmené mon cheval ici en Algérie. Il a été maltraité à la quarantaine. Je ne savais pas où me retourner parce que je ne trouvais personne. Et c'est le président de cette association qui m'a accueilli à bras ouverts. C'est parfait. Merci beaucoup. Et on vous remercie pour l'invitation et pour l'attention que vous portez à notre sport. Merci beaucoup. Donc, je rappelle, Naïm Djinan, vous êtes membre du bureau de l'association Club Épique populaire de Bourj El Kifan. Je rappelle aussi, parmi nous, Moual Fali, vous êtes propriétaire de pur sang arabe et cavalier aussi. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Alors, on continue le programme pour se retrouver dans un petit moment pour la dernière station de cette matinée en compagnie de Mélim Oussaïd, elle qui va nous parler du fruit, du paradis, de la grenade. Mais avant cela, on va s'intéresser plutôt à la botanique et plus exactement aux fleurs, puisque Sofiane Hamoudi, lui, a rencontré un fleuriste. Il lui a dressé ce portrait. On se retrouve juste après. Depuis 7 mois, les fleuristes connaissent, comme bon nombre d'autres professions, des difficultés économiques importantes. C'est le cas de Am Ibrahim dit Abdelrahman. Chez ce commerçant, seulement quelques bouquets à confectionner aujourd'hui. L'activité peine à redémarrer. L'événementiel à l'arrêt représente 40% de son chiffre d'affaires. C'est 4 saisons. Dans la preuve à la preuve. On a un jardin d'essai, le jardin d'essai, qui a plusieurs plantes tropicales, je ne sais pas moi. Mais cette matière, les gens qui sont حاقرين ماشي دايرين لها قيمة avec tout mes respects pour tout le monde. باش ما نراش بعيد. يا ناس راهم c'est de l'argent. Ils n'ont pas de prix. Deuxièmement, لو كان نعودوا نخدموا هذه لا ماتير في بلادنا. L'Europe, on passe de nous. Même le transport pour Alger, Paris ou la Alger, le Hollande, c'est moins cher que Kenya, Paris ou la c'est-à-dire, même le fournisseur, il voulait voir la variété, c'est la même, Inch'Allah, mieux que Kenya. Le prix, la moitié prix que Kenya. Alhamdulillah. J'adore ce métier. J'adore ce métier, surtout le jour où il y a vraiment les jazz de Corona parce que tout est bloqué. Avant, il y avait les mariages, les fiançailles, des gens qui amènent des bouquets chez eux, entre parenthèses, les naissances par exemple, les anniversaires.
surtout le plaisir taille, c'est la fête des mères. Fleuriste depuis 37 ans, Ammi Ibrahim met son expérience au service de sa créativité. Il est à la fois un créateur inspiré, mais surtout un passionné de la nature. Une véritable richesse pour le pays, selon Ammi Ibrahim. هنا في الجزائر بور لانسون ما كانش راهي مخصوصه شويه لو كان تجي نعطيك ان بوكي تحطوه في دارك هذا اللي مغروس هنا في الجي تحطوه في الصالون تغلق الصالون تاعك الصباح كي تدخل كي تحل الصالون الريحه تاع لودور تاع لاغوس تصرعك. دوزيامون راني نقول بلي ليكسنت لاغوس انا با دو بري انا با دو بري هي باغ اكزومبل كالكو بيي les pays voisins راهم بالجاسمه. بكري هنا في العاصمه كانوا ولاد العاصمه بكري العجايز تاعنا كانت عندهم شغل كسكاس سبيسيالمون تاع ليكستري تاع الياسمين يفابوريزيوه يخرج الماء تاع الياسمين. بكري هنا في بليده كان عندي ان فيو شاك ويكاند يجيب لي العراجل تاع الياسمين نعلقهم داخل الطوموبيلات. حنا فو با نهضروا غير على الورد باسكو الورد هذا فيه بزاف حوايج كاين فيه خلينا لي بوكي ولي تروك هذوك باينين فيه ليكسري فيه كوسميتيك ميم كاين دي فوا تسيب فيه حتى فارماسيوتيك. Aujourd'hui, c'est son fils qui prépare les bouquets de fleurs. Après 17 ans d'apprentissage, il souhaite devenir fleuriste. Inconsciemment, ce métier lui était destiné. Avec un père fleuriste, Ishaq a toujours baigné dans le domaine des fleurs et des plantes. خدمة مليحة نقية تجيك غير عباد نقايس ما بيان ماشي فيها التعب ما نقولوش بصح تجيك ان بيريود فيها التعب كيما باغ اكزومبل في عيد الام سافالونتان هذوك شوية فيهم التعب بصح بارصا ما كاش تعب كيما كيكون خدام يطلع لي المورا كيكون مقلق كدا كي نخدم ان بوكي ولا طوموبيل تاع عروسه بيان كاع شغل اللي نفرح فيها روحي ونفرح في الناس ما حاجه مليحه. Un fleuriste est un artisan et même un artiste. Grâce à une excellente connaissance de la botanique, il crée des bouquets et des représentations florales pour décorer à l'intérieur, pour offrir ou pour célébrer un événement tel qu'un mariage ou un anniversaire. وردة بيضاء في العلالي فتحت ما بين الدوالي وكروم التين نسرية زينها يلالي بين الفجرين. J'ai été prise en flagrant délit. Pourquoi? Mais pas parce que tout simplement, je parlais de mon fils qui n'aime pas les grenades et je disais mais comment ça se fait que tu puisses pas aimer les grenades? Voilà, pour justifier un petit peu. Il y a beaucoup d'enfants qui n'aiment pas les grenades. Et j'imagine que c'est à cause de la texture finalement du fruit lui-même parce que parfois quand on le mange on sent c'est un peu dur, on sent que c'est des grains et que c'est la texture. Je me dis peut-être que c'est la texture. Oui. Et voilà, donc vous l'avez compris, Maryam est là. Maryam, bonjour. Bonjour, Noah. Voilà, aujourd'hui on va parler donc de grenades. Voilà. Alors pour parler encore de mon fils qui n'aime pas les grenades, je dis comment tu ne peux ne pas aimer le fruit du paradis. Et c'est comme ça que j'arrive à le convaincre au moins de prendre en jus. Oui. Au moins. En jus, ça passe. Généralement, voilà. on dit pas non pour un bon jus de grenade. Non, on ne dira pas non. Voilà, on ne dira pas non. Voilà, alors aujourd'hui, ça va être la grenade. Oui, alors c'est le fruit à l'honneur aujourd'hui parce que tout simplement, c'est l'automne et c'est vraiment le symbole de cette saison. Alors lui, la poire, les pommes. Aujourd'hui, c'est la grenade qui est à l'honneur pour la simple et bonne raison qu'on la trouve partout sur les étals. Voilà, donc c'est le fruit, c'est un fruit qui a une... Dans beaucoup de jardins aussi. Hein, oui, dans beaucoup de jardins. On passe par des maisons, il y a toujours le grenadier, là, quelques branches de grenadier donc, qui descendent, qui débordent un petit peu des clôtures. Oui. Et puis ça fait le bonheur de certains passants. Et ça donne envie, hein, quand on passe, on les voit comme ça accrochés, c'est vrai qu'on voilà. a tout de suite envie d'en goûter. Alors, c'est un fruit qui est connu depuis la plus haute antiquité. Il faut savoir qu'il est originaire de Perse et que déjà à l'époque... Il n'est pas méditerranéen. Non, eh ben non. Et petit à petit, il a été, on va dire, introduit en Méditerranée. Et étant donné que c'est un arbre déjà à la base, donc le grenadier est un arbre qui est peu sensible aux maladies. C'est un arbre qui est très résistant, qui aime bien un peu, on va dire, c'est le cousin de l'olivier.
On parle de tout ce qui est climatique. C'est un arbre qui ne demande pas beaucoup d'entretien, c'est un arbre qui supporte aussi les sols un peu arides, qui supporte aussi le manque d'eau, donc même s'il n'est pas vraiment irrigué, il n'y a aucun problème. Le grenadier se trouvera très très bien, s'acclimatera très très bien dans ces régions-là. Voilà. Alors on connaît bien plusieurs variétés de grenades ici en Algérie. Bien entendu ici, nous les Algériens pensent tout de suite à Mliana, donc la région de la grenade. La semaine dernière, on était à Batna, aujourd'hui c'est Mliana. Voilà. Vous n'allez pas poser la question, quel est le pays où on trouve le plus de grenades, non? Non, aujourd'hui non. J'aurais dit direct Mliana. Donc voilà, c'est un fruit, pendant un certain temps, on ne va pas dire qu'il a été oublié, mais il faut dire qu'il fut un temps où il était très populaire, où il était très cultivé, et après il a commencé un petit peu à tomber, on va dire pas dans l'oubli, mais presque. Pour alors le fait est que c'est quand même un fruit difficile à éplucher, c'est assez fastidieux à nettoyer et à manger. C'est pour ça qu'un petit peu, on l'a un petit peu mis de côté. Mais et justement, Mariam, vous parlez donc un peu difficile d'éplucher. Là, ça me rappelle une petite anecdote qu'on nous racontait quand on était petit. Oui. Et enfin, on se racontait, nous, déjà, quand on était petits, on disait pour ceux qui veulent partir au paradis. Alors, pour partir au paradis, alors il faut pouvoir réussir à manger tous les grains donc de la grenade sans en faire tomber aucune sur le dos d'un cheval. Voilà. C'est quasiment impossible, quoi. C'était quoi? C'était, je sais pas. La difficulté suprême. Voilà, je sais pas de quoi on pensait, à quoi on pensait étant petit. Peut-être qu'on voulait dire voilà. probablement c'était dans ce sens. Alors c'était un défi. Bon, on n'a pas fait du cheval, hein, mais c'était au moins un défi de manger toute la grenade sans en faire tomber sans laisser aucune déjà. Chose qui est aussi pas évidente parce qu'à l'intérieur il y a toujours des grains qui se cachent comme ça sous les différentes la peau. Oui. Et puis bon, on essayait quand même, c'était un défi. C'était un défi. Quand on est petit, on aime bien se compliquer un peu les choses. Déjà que c'est compliqué de nettoyer la grenade, alors de la manger sur un cheval, je ne crois pas que c'est possible. Voilà, on a bien compris. Alors que ce qu'on a fait, on a préféré bien entendu passer à une manière différente de la consommer, c'est de la mettre en jus. Tout le monde connaît la grenadine, la fameuse boisson, donc le sirop de grenadine. Qui nous a accompagné beaucoup. Hein. Exactement. Il faut savoir que pendant très longtemps, c'était réellement les fruits, enfin la grenade en elle-même qui était mixée et ensuite on en faisait du sirop. Avec le temps, étant donné quand même que ça a été un petit peu abandonné, donc la culture du grenadier a été, on va dire, légèrement mise de côté, ce qu'on a fait, c'est que le nouveau sirop de grenade que l'on boit aujourd'hui, ce sont uniquement un mélange de fruits rouges. Ce n'est plus le vrai sirop de grenade. Alors, pour revenir à la grenade en Algérie, il faut savoir que ces dernières années, il y a vraiment un engouement pour ce fruit. Donc, on le plante de plus en plus, un peu dans toutes les régions d'Algérie, et surtout, alors, une région auquel on ne penserait pas mettre des grenadiers, qui est Djelfa. Donc il faut savoir que ces dernières années, énormément de vergers de grenadiers ont été plantés, et surtout c'est les variétés. Il faut savoir qu'il y a 1200 variétés de grenades. Il y a quelques-unes que nous avons ici déjà depuis des générations, et certaines sont meilleures que d'autres. Des fois, quand on trouve le prix qui est différent, on peut être certain que la petite graine aura le noyau un peu dur. Et c'est ça en fait qui, on va dire, qui dissuade beaucoup de gens. On se dit non, c'est trop dur à croquer. C'est trop dur, oui. Bon, surtout pour les personnes qui ont des dents quand même assez fragiles. Alors, tu avais évoqué tout à l'heure Mliana comme région. Donc là, on trouve le grenadier. Médéa aussi est une région qui est très réputée par la grenade, donc par les grenadiers. C'est un que nous s'est intéressé à cette région à travers ce reportage que je vous propose de voir, et on se retrouve juste après. Dans la main, tu la tiens, 1000 graines, elle contient. La grenade, un fruit très apprécié. Nous sommes d'ailleurs en pleine saison. Dans la wilaya de Médéa, plusieurs agriculteurs ont bénéficié d'une parcelle de terrain. Ils ont planté des grenadiers. Cela fait un moment qu'on travaille sur ces terrains loués chez la conservation des forêts de Médéa. Et c'est notre gagne-pain.
Les services de forêt de la wilaya de Médéa louent des terrains arables à quelques habitants de la région afin d'encourager l'agriculture de montagne. C'est une parcelle de terrain qu'on appelle un vide forestier. La conservation des forêts de Médéa loue ces parcelles-là pour des agriculteurs qui veulent travailler. Elle leur loue les terrains pour 3 ans. La grenade pousse très bien dans la région. 2 variétés dominent. J'ai plusieurs variétés de grenades, par exemple celle sans pépins. Nous avons plusieurs variétés de grenades. Elles poussent bien. Nous avons juste le problème d'eau et parfois les feux de forêt. Mais à part ça, nous avons une bonne récolte. Un fruit miraculeux. Depuis l'Antiquité, la grenade est appréciée pour ses qualités et ses vertus. Elle a longtemps symbolisé la fertilité, l'endurance et l'amour. Beaucoup de symboles donc autour de la grenade. Et puis nous, on a profité, hein, Maryam et moi, donc, pour déjà ouvrir une, en goûter et voir. Donc, à quel point c'est succulent, finalement. C'est très bon. Voilà. Alors, ça a beaucoup de vertus, hein, la grenade. Donc, il n'y a pas que le goût, finalement, mais beaucoup de vertus, mais surtout des vertus thérapeutiques, Maryam. Exactement. Donc, on va dire que ces vertus sont nombreuses. Et comme on le disait tout à l'heure, il a été légèrement mis de côté en faveur d'autres fruits beaucoup plus simples à manger. Mais, à nettoyer. Mais en fait, ces dernières années, on s'est rendu compte des bienfaits de ce fruit, surtout de toutes les vertus qu'il retient. Voilà, plutôt des vertus dont il est composé. Donc, c'est surtout le fruit antioxydant par excellence. Par excellence, c'est vraiment un fruit antioxydant. Et donc, comme je vous l'ai dit, tous les gens qui vont vers l'alimentation bio, vers tout ce qui est naturel, sont revenus vers ce fruit parce que ce qui fait, sa peau est épaisse, donc même s'il y a quelques pesticides qui sont, on va dire, mis un petit peu, parce que il faut savoir que quand c'est cultivé à grande échelle, on met quand même quelques produits phytosanitaires pour éviter les invasions d'insectes ou d'autres choses. L'entretien s'impose. Exactement. Donc, ce qui fait, c'est que cette peau, étant donné qu'elle est un petit peu épaisse, un petit peu dure, limite, on va dire, de temps en temps, quand elle sèche, c'est presque du bois, fait que les graines à l'intérieur sont protégées et elles gardent toutes leurs vertus. Alors, il existe, comme je vous l'ai dit, plusieurs variétés de grenades. Là, on peut en voir, j'en ai 2. Alors, il y a cette petite, celle qui est un peu petite, très rouge à l'intérieur. Alors, ce qui est sympa, c'est que l'extérieur reflète l'intérieur. Hein. On ne risque pas de s'y méprendre. Donc, si on se fie à la couleur de la peau, on trouvera exactement la même graine à l'intérieur. Mais ça n'a aucun impact sur le goût, par contre, Maryam, n'est-ce pas? Non, absolument pas. Non, absolument pas. La seule chose, c'est quand est-ce qu'on sait que le fruit est arrivé à maturité. En fait, il faut que la grenade perde entièrement sa couleur verte. Du moment où elle prend cette espèce de petite couleur un petit peu jaunâtre avec légèrement teintée de rouge. Donc là, on sait que le fruit est arrivé à maturité. Il faut savoir aussi que c'est un fruit qui ne mûrit pas, on va dire, plus tard. Comme par exemple la poire continue à mûrir, l'abricot continue à mûrir, la banane. En fait, la grenade, non. Une fois qu'elle est détachée de l'arbre, elle ne continuera pas. C'est ce qui va influer un petit peu sur sa conservation aussi. Exactement, tout à fait. Elle se conserve un peu plus longtemps. Oui, donc quand on l'enlève, il n'y a pas de souci, on peut la garder plusieurs semaines, hein, étant donné que tant que la peau est bien fermée, donc elle n'est pas blessée ni rien du tout, on pourra la conserver pendant très très longtemps. La peau a aussi énormément de vertus, pas uniquement le fruit, exactement, pas uniquement c'est la fin, ça y est. Très rapidement avec la tisane, parce que c'est très important. Exactement. Donc ne jetez surtout pas les peaux de grenade, donc gardez-les, mettez-les à sécher, vous ferez de très très bonnes tisanes qui sont excellentes pour le système digestif. Juste le prix. Donc le prix varie entre 150 dinars et 250 dinars le kilo. Voilà, tout dépend de la variété. Exactement. Merci beaucoup, Maryam. Merci. Donc pour ce partage, alors là j'ai profité pour me servir. Voilà. Merci beaucoup, Maryam, d'avoir été parmi nous ce matin. Merci encore de nous avoir fait découvrir ce fruit donc automnier par excellence. Voilà, nous arrivons. Exactement. Alors nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée en compagnie des programmes de Canal Algérie. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, à partir de 8h30. Au revoir.